Merci d'être venus si nombreuses et nombreux. Bienvenue à cette conférence webinaire intitulée « Comment vieillir chez soi en participant à la vie de quartier ». Je suis Christophe Kostler, je vais juste animer cette conférence. Je travaille pour le journal Le Courrier, je suis journaliste au Courrier. J'ai pris quelques exemplaires pour qu'on vous offre aujourd'hui, pour ceux qui connaissent ou pas le Courrier. Donc en 2040, plus d'un Vaudois sur 5 aura, si tout continue comme maintenant, plus de 65 ans. Une personne sur 5, pardon. Ça fait beaucoup de monde. Aujourd'hui, déjà, 16% de la population a déjà l'honneur ou le déplaisir, selon d'être appelé aîné ou senior, soit 8 fois plus qu'en 1900. Face à ce vieillissement de la population, les défis sont de taille pour les pouvoirs publics, pour les politiques publiques et pour les associations. En matière de logement et d'aide à domicile, il s'agit non seulement de permettre aux personnes âgées de rester chez elles, comme en général elles le souhaitent, dans la très grande majorité des cas, rester le plus longtemps possible à la maison, mais aussi conserver une excellente qualité de vie à la maison. Cela passe par des aménagements dans leurs logements et leurs immeubles, par de nouvelles normes de construction dans les bâtiments à construire, mais aussi et surtout par le renforcement du lien social, grâce à des relations de voisinage et à la participation à la vie de quartier, par exemple. Le lien social est en effet un déterminant essentiel de la santé et de la qualité de vie, du bien-être de chacun. Il faut donc valoriser l'entraide et le vivre ensemble, par exemple par la constitution de groupes d'habitants qui veillent les uns sur les autres. Pour nous en parler, ce soir, nous avons la chance d'avoir deux grands connaisseurs de la question, mais avant de vous les présenter, j'appelle à la barre Madame Zoé Gruet, qui est assistante administrative à la ville d'Yverdon, qui va nous expliquer un peu pourquoi la ville d'Yverdon a choisi cette thématique ce soir. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus à cette conférence intitulée « Comment vieillir chez soi en participant à la vie de quartier ». Alors, comme l'a si bien dit Monsieur Kostler, effectivement, développer une politique de logement à l'échelle de la population d'une ville pose des questions de mixité sociale et d'inclusion de toutes et tous, ce qui inclut également les questions intergénérationnelles et l'intégration des plus âgés dans la vie de quartier. En Suisse, la population des villes est vieillissante, ce qui engendre un nombre de défis auxquels les villes doivent répondre, ce qui est justement le cas pour la ville d'Yverdon-les-Bains. Il est donc primordial pour les personnes âgées de pouvoir rester chez elles le plus longtemps que possible en favorisant les liens avec le voisinage. Il en ressort aussi qu'il incombe aux professionnels de la planification d'intégrer ces facteurs lors de la création de nouveaux quartiers ainsi lors de l'adaptation des quartiers existants. Donc ce soir, les intervenants et intervenantes expliqueront les enjeux et défis liés à un tel développement d'une politique de logement à l'échelle de la population afin justement qu'elle puisse être inclusive et intergénérationnelle. Je profite juste d'un petit instant pour préciser quelques points techniques. Donc cette conférence est rediffusée en ligne via Zoom. Les micros des personnes qui nous suivent en ligne sont coupés, c'est normal. Vous avez la possibilité de formuler des questions via le questions-réponses. Donc n'hésitez pas à le faire, les questions seront traitées à la fin des débats lorsqu'on aura un moment d'échange avec le public. Sur ce, je passe la parole à Madame Carole Martin et vous souhaite une bonne conférence. Alors, Carole Martin, merci de venir. Elle est chef de l'Office de la statistique du canton de Vaud, rien de moins. Et elle est auteure d'une étude sur le sujet qui s'appelle « Le logement des seniors à l'horizon 2040 ». Et plus tard, on aura, je le présente déjà, il viendra plus tard, c'est Marc Favet, qui est responsable Habitat et Travail Social Communautaire à Pro Sénéctouté Vaud. Il nous parlera d'un projet Vieillir chez soi de la Fondation Pro Sénéctouté, ainsi que du projet Vie de quartier. Voilà. Carole, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à cet événement. Ça me fait particulièrement plaisir d'être présente ce soir avec vous. C'est un sujet qui me tient à cœur et je suis contente de pouvoir aussi avoir l'occasion d'échanger avec vous à la fin des présentations. Mon propos il sera principalement introductif, donc c'est assez théorique
parce que je travaille à l'Office de statistique du canton de Vaud et on fait aussi des études prospectives et donc on n'est pas vraiment dans la pratique, on est plutôt dans l'analyse. Donc pour les aspects plus pratiques, c'est vrai que ce sera plutôt Monsieur Favé qui sera dans le concret. Pour autant, je pense que c'est important de pouvoir comprendre les enjeux autour de cette thématique et puis aussi avoir quelques éléments de cadrage sur principalement pourquoi est-ce que le logement des seniors est un sujet central. Donc pourquoi c'est un sujet central, ça a déjà été évoqué par mes préopinants, mais c'est vrai que le vieillissement démographique, c'est une tendance lourde. Ça veut dire quoi, une tendance lourde? Ça veut dire qu'il y a peu d'incertitudes autour du fait que ça aura lieu effectivement, dans le sens que quels que soient les scénarios qu'on prend en considération, en fait, on est sûr qu'il y aura un vieillissement démographique. Donc d'ici 2040, on passerait pour le canton de Vaud de 139 000 personnes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était en 2022 pour la statistique, parce que c'est jamais vraiment aujourd'hui, à 207 à 233 000 personnes à l'horizon 2040. Donc ça représente un quart de la population. Donc c'est considéré comme une tendance lourde vraiment parce qu'il y a peu d'incertitudes là autour. S'intéresser au logement des seniors, pourquoi est-ce que c'est un sujet central? Parce que finalement, les seniors, avec l'avancée en âge, ils subissent un processus de fragilisation, enfin nous subirons un processus de fragilisation, donc avec des pertes progressives de mobilité et qui les oblige à en fait avoir des adaptations dans leur vie quotidienne, dans leur mode de vie. Et ça comprend aussi le logement. Donc en réalité, avec le vieillissement, il y a des besoins spécifiques qui apparaissent en matière de logement. Ces besoins spécifiques, ça a déjà été cité, mais c'est l'accessibilité, donc l'accessibilité du logement en transport public, c'est l'adaptation aussi des logements en cas de mobilité réduite, comme les ascenseurs, mais aussi les absences de seuil, etc. La proximité des commerces et des services, et puis aussi justement ce qui a été évoqué tout à l'heure, la participation à la vie sociale. Et en fait, le jour où le logement ne convient plus, il y a peu d'options. L'option, c'est d'adapter le logement, déménager, et en dernier recours, c'est l'institutionnalisation. Donc en réalité, c'est ce que, en général, tout le monde veut éviter. Sur le principe, on préfère pouvoir vivre chez soi. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour le bien-être des personnes, pour qu'elles puissent choisir le lieu où elles veulent vivre. Donc, pour cerner les enjeux en lien avec les besoins spécifiques des seniors en matière de logement et pouvoir en tenir compte dans l'organisation des logements de demain, ce qui a été fait à Statistique Vaud, c'est une démarche prospective. C'est qu'on se projette à l'horizon 2040 en identifiant quels sont les éléments qui ont une incidence sur le logement et on essaye de voir en fait finalement différents scénarios, qu'est-ce qui pourrait se passer à l'horizon 2040 et puis ça permet de faire ressortir les enjeux. Donc je vais vous présenter, je suis allée un peu trop vite, je vais vous présenter la démarche prospective qui a été retenue, donc c'est cette démarche de scénario, donc on part d'une image initiale, donc cette image initiale, c'est une description de finalement quelle est la situation des seniors dans leur logement aujourd'hui. Ensuite, on essaie d'identifier quels sont les facteurs qui ont une influence sur les logements des seniors à l'horizon 2040. Nous, on en a identifié 8, donc on a notamment l'état de santé des seniors, on a les possibilités de maintien à domicile, les technologies, le territoire aussi, les aspirations existentielles et puis aussi les aspirations résidentielles des seniors, les liens sociaux, donc par exemple, est-ce que les personnes ont quelqu'un dans leur entourage qui pourrait, dans l'entourage qui peut s'occuper d'eux par exemple, les offres de logement pour seniors et la conjoncture. Donc on a pris ces différents éléments, on a fait des hypothèses d'évolution, comment est-ce que ça pourrait évoluer dans le futur, typiquement par exemple les possibilités de maintien à domicile, est-ce qu'elles vont rester stables, on a déjà fait le maximum de ce qui était possible, ou est-ce qu'elles vont augmenter ou diminuer.
Et donc, au final, on se projette à l'horizon 2040 en réalisant des scénarios. Et puis, du coup, on se trouve avec une multitude de scénarios possibles. Ensuite, on essaie d'en sélectionner 4, histoire que ce soit un peu compréhensible. Et on essaie de prendre des scénarios qui sont suffisamment contrastés pour présenter la diversité des futurs possibles et aussi identifier les enjeux en lien avec la thématique. L'objectif de ces scénarios, ce n'est pas de prédire le futur, mais c'est vraiment de pouvoir identifier les enjeux. Donc, je vais vous présenter maintenant, je vais commencer par présenter l'image initiale, donc dans quelle situation on se trouve aujourd'hui, dans quelle situation se trouvent les seniors aujourd'hui. Et ensuite, je vous présenterai 4 scénarios qui ont été retenus. Donc, les seniors et leur logement aujourd'hui. Donc, les seniors, ils vivent au sein de petits ménages. Donc, ce n'est pas un scoop. En général, 90% des ménages de seniors sont constitués de personnes seules ou de couples. La plupart des seniors veulent vieillir à domicile et une grande partie y parviennent, vu qu'il y a 5% des seniors qui vivent en institution. Donc, ce n'est pas une fatalité non plus. Et puis une minorité de seniors vit dans des logements qui sont spécifiquement pensés pour eux, donc c'est 2,5% en logements protégés ou adaptés. Les seniors vivent dans plutôt des grands logements et le taux de propriétaires est plus élevé que dans le reste de la population. Donc ils sont 2/3 des ménages de seniors qui vivent dans des logements qui sont sous-occupés. Souvent parce que le logement a été choisi à un moment où il y avait peut-être une famille avec des enfants et au moment où les enfants ont quitté le logement, ils n'ont pas forcément déménagé et le logement se trouve grand. Et finalement, il y a aussi une question de loyer. Les loyers, finalement, des logements sont plus élevés pour un petit logement que pour un grand logement dans lequel on vit depuis longtemps. Les dépenses de logement sont moins élevées pour les seniors que pour les personnes en âge de travailler. Donc, ils ont en général des dépenses de logement moins élevées, mais par contre, ça représente un effort plus important pour eux, compte tenu du fait que leur revenu n'est pas élevé. Donc, ça constitue 1/5 de leur revenu pour le logement et l'énergie. Maintenant, je vais vous passer au scénario qu'on a dessiné à l'horizon 2040. Donc, on a fait 4 scénarios. Un premier scénario où, en fait, finalement, on est dans la poursuite des tendances actuelles. Donc, on a des seniors qui anticipent peu leurs besoins en matière de logement dans le futur. Donc, ils n'ont pas forcément envie de déménager. Et en fait, la conséquence, c'est finalement qu'il y a peu de mixité sociale parce qu'il y a des quartiers où on retrouve principalement des anciennes familles qui sont devenues en fait des ménages de personnes âgées. Et finalement, on se retrouve avec des quartiers où on a peu de mixité, seulement des couples de personnes âgées. Et puis, on a un développement de logements protégés, mais c'est des logements protégés qui ne respectent pas forcément toujours les éléments requis pour être considérés comme un logement protégé. On a un autre scénario où on se retrouve dans une crise économique dans les années 2025, donc ça devrait arriver bientôt selon ce scénario-là, avec finalement les conséquences, c'est que la crise permet finalement de se retrouver dans une situation où il y a plus de logements abordables et ça amène aussi les gens à déménager. Et puis on a des nouvelles solidarités familiales qui se créent et puis les logements protégés sont toujours jugés comme stigmatisants par les jeunes seniors et du coup ils ne sont pas forcément utilisés. Dans un troisième scénario, on a un État qui s'engage pour faire des campagnes de sensibilisation aux besoins des seniors auprès des promoteurs, de tous les acteurs. Et puis, finalement, on a une prise de conscience des besoins en matière de logement pour les seniors, que ce soit des seniors ou d'autres acteurs. Et finalement, on a une hausse des logements adaptés, mais qui finalement ne peut pas profiter aux seniors parce qu'ils sont trop chers. Et puis on a une labellisation des logements protégés.
Dans un dernier scénario, on a des seniors qui sont très anticipateurs, ils ont tout à fait conscience du fait qu'il y aura un vieillissement, une fragilisation avec l'âge, et puis du coup ils anticipent. À partir du moment où ils anticipent le fait qu'ils vont devoir adapter leur logement, et du coup ils prennent les devants, ils déménagent avant que le besoin se fasse sentir, et ils prennent des logements qui sont sans seuil, proches des commerces, etc. Et puis on a aussi un guichet d'information qui leur permet d'accéder aux informations sur qu'est-ce qui est bon de faire pour leur logement. Et puis finalement c'est une société dans laquelle le senior vit chez lui et c'est finalement un habitant comme un autre, donc on a une mixité intergénérationnelle, etc. Donc ces 4 scénarios, leur objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est de faire sortir les enjeux. Donc parmi les enjeux, d'ici 2040, en fait, ce qu'on peut déjà identifier, c'est que si on regarde le nombre de nouveaux logements d'ici 2040, ce nombre de nouveaux logements, il devrait permettre de couvrir les besoins des seniors en termes quantitatifs. Je m'explique, on a environ 155 000 logements qui devraient être construits d'ici à 2040, et les normes de construction aujourd'hui, elles sont que finalement, on incite les nouveaux logements à être créés avec la loi sur l'aménagement du territoire, à créer plutôt des logements dans des lieux où il y a une densité suffisante, ce qui fait que ça va être probablement plutôt des immeubles, et du coup dans les immeubles il y a une obligation de faire des logements sans obstacle. Alors on pourrait se dire, finalement, on a une solution, il y aurait suffisamment de logements sans obstacle, mais le problème, c'est que les nouveaux logements sont chers et que de toute façon, même si on devait avoir suffisamment de logements sans obstacle, déjà, est-ce qu'ils seraient au bon endroit pour les personnes âgées? C'est une question, mais au-delà de ça, ils seraient probablement trop chers, pas abordables. Donc, et après, il y aurait aussi une contrainte de se dire, mais finalement, est-ce que les seniors auraient envie de déménager dans ces logements? Donc voilà, c'est pas juste une question quantitative. C'est pas parce qu'on aurait un nombre de logements qui répondraient aux besoins des seniors que forcément c'est ce dont ils ont besoin. Donc il faut aussi se tourner vers d'autres éléments. Déjà de 1, il faut être conscient que 75 à 80% du parc qui existe aujourd'hui, du parc de 2040 existe déjà aujourd'hui. Et du coup, il y a un gros travail potentiel de faire pour adapter les logements qui sont existants. Donc, adapter les logements qui sont existants, ça veut dire typiquement remplacer les baignoires par des douches, c'est avoir des accès sans seuil, etc. Un autre enjeu, c'est d'éviter l'institutionnalisation aussi grâce aux logements protégés. Dans le sens que les logements protégés sont clairement une solution qui reste un logement individuel, mais qui permet d'avoir un accompagnement médicalisé aussi, qui permet finalement de répondre à des besoins sans forcément avoir un besoin d'institutionnalisation. Mais là aussi, il y a des enjeux. C'est que l'appellation n'est pas forcément contrôlée, et puis qu'il faudrait veiller à ce que les logements qui sont labellisés, qui sont indiqués comme des logements protégés, le soient pour de bon. Et finalement, on a également une promotion de l'habitat adapté et de la mixité intergénérationnelle qui est important. Donc il n'y a pas seulement le logement qui est important, mais également tout ce qui entoure le logement, donc le quartier, etc. Et donc l'accessibilité au logement est tout autant importante que les aménagements à l'intérieur du logement. Et il y a également le besoin aussi de mettre en place, de favoriser en fait la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle dans les quartiers, comme par exemple avec les quartiers et villages solidaires. Finalement, on a le vieillissement qui est une donnée. On sait
qu'il y aura un vieillissement, mais il faut en tenir compte de manière transversale dans les différentes politiques publiques. Actuellement, les politiques publiques sont construites de manière assez cloisonnée. Il y a besoin d'un décloisonnement pour prendre en compte finalement des besoins des seniors en collaboration avec les différents acteurs, que ce soit l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la santé, le social, pour permettre finalement d'améliorer la qualité de vie des seniors et puis aussi de répondre à leurs besoins. Donc, si vous avez un intérêt, j'ai mis quelques publications à l'entrée. Il y a également des informations qui sont disponibles sur le site internet, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. C'est une étude qui a été publiée en 2018, donc elle date déjà un peu. Mais de mon point de vue, il y a des constats qui sont encore vrais aujourd'hui. Et puis on aura l'occasion d'en débattre tout à l'heure si effectivement vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas ou qu'il y a des évolutions que vous pensez qui sont déjà présentes aujourd'hui et qui remettent un peu en question ces éléments. Voilà, merci de votre attention. Alors, merci beaucoup, Carole. Si vous avez des questions, je vous propose de les garder pour la fin. On va appeler Marc Favet de Prosenectutevo, qui va notamment nous parler des projets Vieillir chez soi. Voilà, je prends le micro. Merci de votre accueil. J'aurai une petite partie introductive. J'ai repris une présentation qu'on a fait vendredi dernier, donc il y a 3-4 jours, dans le cadre d'un forum commun qu'on a organisé avec Retraite Populaire, qui est notre partenaire principal sur le projet Vieillir chez soi, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Mais d'abord, une petite slide juste pour vous situer Prosenectutevo pour ceux qui ne sauraient pas qui nous sommes. Et je vais parler surtout de ce que je fais au sein de l'unité dont j'ai la responsabilité, Habitat et Travail social communautaire, mais nous sommes actifs sur plusieurs autres fronts. Et je passe directement à la présentation parce que ça va rejoindre un petit peu le titre aujourd'hui. Alors, cette unité Habitat et Travail social communautaire, je vais vous présenter un tout petit, enfin pas un grand projet, mais qui prend une petite place parmi tout ce qu'on fait. Et au début du travail social communautaire à Prosenectutevo, on a démarré avec le programme Quartier solidaire. Vous le connaissez à Yverdon. On est actif pour un 4e quartier en ce moment, au quartier du Cheminais. Donc voilà, on est depuis longtemps dans un partenariat durable avec la ville d'Yverdon pour le travail social communautaire. Et c'est un peu le titre quand même ce soir, comment vieillir chez soi en participant à la vie de quartier. Et tout est parti chez nous, cette réflexion sur l'habitat, de la participation à la vie sociale. Ma collègue Marion Zwigart, qui est malheureusement malade aujourd'hui, a été la pionnière dans cette réflexion en disant, mais dans le fond, l'urbanisme, la construction peut aider à la construction de liens sociaux. Et de là s'est engagée toute une réflexion. Ensuite, dans la partie introductive, comme il faut répéter les messages plusieurs fois, je vous rappelle donc nous sommes face à un vieillissement de la population. Je n'ai pas piqué l'infographie de Carole Martin, j'ai été pris celle de la Confédération qui va jusqu'en 2050, où on voit que c'est une tendance durable. Le nombre de seniors de 85 ans et plus va plus que doubler. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on ne sait pas y faire face avec les moyens qu'on a maintenant. Actuellement, on a tout un système médico-social qu'on est incapable de doubler, même dans une échéance de 30 ans. L'ancienne chef du service de la santé publique disait pour construire l'hôpital de Rivière à Chablais, il a fallu plus de 20 ans. Donc imaginez doubler le CHUV. Donc c'est pas possible. Donc il faut faire autre chose. Alors je vous propose de réfléchir un tout petit peu à la question du vieillissement et de ce qu'on peut faire pour avoir une action préventive contre les effets négatifs du vieillissement. Première chose que je dis, on est avec un capital. Il y a des variables individuelles et en gros, on peut arriver à vieillir de manière normale, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Moi j'ai des verres de contact pour masquer, autrement j'aurais des grosses lunettes. Voilà, avec l'avancée en âge, on a un petit peu des problèmes de vue, parfois d'ouïe. La force aussi diminue, et puis au niveau psychique, on a des problèmes de mémoire. Je suis tous les jours en train de chercher le nom de cette personne que pourtant je le savais hier, mais je ne le sais plus. Et puis aussi l'attention qui diminue. Par contre, si on a un peu moins de chance,
soit à cause des accidents de la vie, soit à cause d'un capital santé un peu moins bon, on risque d'avoir un vieillissement pathologique et au niveau physique, ça peut amener des maladies, du handicap. Au niveau psychique, on peut avoir des démences qui arrivent, des épisodes de délire, voire des troubles de la personnalité. Ce n'est pas très engageant, évidemment, et on va essayer plutôt de se concentrer sur comment faire de rester dans le bas du tableau, avoir un vieillissement normal. Et effectivement, si on a moins de chances, on va avoir recours à tout cet équipement médico-social dont je vous ai dit qu'on était incapable de le doubler dans les temps qui viennent, hein, pour plein de raisons. Et puis si on a un vieillissement normal, on va peut-être faire quelques adaptations. Ça va peut-être, avec l'âge, on va devoir lâcher la voiture et le permis de conduire. On va peut-être effectivement aller dans un logement adapté parce qu'on n'a pas un logement équipé au point de vue architectural pour y rester. Et puis parfois on a besoin d'un peu d'aide pour les démarches administratives parce qu'au niveau de l'attention, ça devient difficile, on oublie un peu les histoires de factures, machin, etc. Bon, ça c'est une première partie. Mais il y a aussi des variables contextuelles. Et là, ça devient intéressant parce que là, ça va dépendre de plusieurs choses. Et notamment, un vieillissement en bonne santé, si on peut dire comme ça, il va être très dépendant des liens sociaux. Je vais en reparler plus tard. Mais on le remarque aussi dans toutes les statistiques, la question du niveau socioculturel, elle n'est pas absente de la qualité du vieillissement. J'ai rajouté, parce que j'ai un long passé dans ma carrière professionnelle en protection de l'enfance, la question de l'histoire de vie. On n'en parle pas beaucoup. On fait comme si ça n'avait pas existé, mais elle est importante. Et puis, évidemment, c'est un peu notre sujet ce soir, le lieu de vie, où est-ce qu'on vit, est-ce qu'il est adapté, est-ce qu'il est accessible, etc. Bon, alors, les effets négatifs du vieillissement, ils existent. Et on sait qu'on peut passer très rapidement de ce qu'on appelle un état robuste, pour un senior qui est en très bonne forme, à un état fragile. Ça peut survenir à l'occasion d'un accident, d'un deuil. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut récupérer. C'est ce qu'on appelle la recapacitation. C'est réversible. C'est plus difficile quand on est arrivé dans un état de dépendance. Là, c'est clair que pour regagner, quand on a eu par exemple un AVC qui entraîne des incapacitations fortes, c'est un gros travail qui devient de plus en plus difficile avec l'âge. Mais on sait qu'on peut quand même récupérer. Le principal problème, c'est l'isolement. Forcément que plus on vieillit, plus on a le risque d'être isolé. D'abord, un jour, vers 65 ans, on quitte son travail, donc on perd une grande partie de son réseau relationnel. Et puis avec l'âge, évidemment, les situations changent et il y a des risques qu'on soit de plus en plus seul. Et ce qu'on remarque, nous, c'est que les personnes qui sont très isolées et en souffrent, elles demandent de l'aide, mais elles ont beaucoup de difficultés à accepter cette aide. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une médiation. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir, c'est pas parce qu'on distribue un flyer de Prosonic Today que la personne va aller à l'activité. Il en faut un petit peu plus pour arriver à réinsérer et recréer du lien social. Et pourtant, quand on vous dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien vieillir, on vous parle de suivre un régime alimentaire équilibré, d'éviter le tabagisme et la consommation excessive d'alcool, de faire du sport régulièrement, de rester actif du point de vue mental, c'est toutes des bonnes choses. Seulement, ça va faire vraiment appel à un aspect très fort de ce tableau que je vous ai présenté, c'est-à-dire le niveau socioculturel, qui est très dépendant de la formation et des revenus. Autrement dit, on va chercher chez des gens qui ont le moins besoin de la prévention, on va leur proposer des programmes qui vont beaucoup être axés sur la santé physique. Donc il y a toute une partie de gens qui vont disparaître du tableau de la prévention. Et là, j'aime bien rappeler cet élément-là, parce que quand on dit c'est important d'avoir une activité physique, de ne pas fumer, de ne pas trop boire, etc., vous voyez les points rouges, c'est ce que les gens pensent qu'il faut faire pour bien vieillir. Et puis les points verts, c'est ce qu'il en est en réalité. Et ça, c'est toute des collections d'études, ce qu'on appelle des méta-recherches, qui montrent que dans le fond, les deux éléments déterminants pour bien vieillir, c'est avoir un réseau social de proximité, quelqu'un qui peut m'aider quand j'ai besoin de changer une ampoule, quand je ne peux pas aller faire mes courses aujourd'hui parce que je suis malade, etc. Et puis avoir un réseau relationnel. Alors, il n'est pas forcément de proximité. On peut avoir une famille qui vit à l'étranger, mais qui est proche parce qu'on a des moyens de communication aujourd'hui. Mais aussi des gens proches de chez moi avec qui je peux aller boire un café de temps à autre pour ne pas rester seul. Et ça, c'est les deux éléments déterminants du bien vieillir. Et ce dont je vais vous parler ce soir plus en détail, c'est comment on peut agir sur l'environnement social
et sur l'environnement bâti. Vieillir chez soi, c'est à ces deux conditions. Donc on est pile dans le titre que la Communauté Verdon a choisi pour notre soirée ce soir. Et puis voilà, on n'arrive pas avec ces deux axes à travailler sur tout le tableau, pas entièrement, mais quand même on voit qu'on arrive à solliciter beaucoup plus de choses dans la vie des gens, dans leur contexte, quand on travaille sur ces deux axes. C'est-à-dire comment est-ce que je peux rester chez moi, on adapte l'architecture, comment est-ce que je peux encore développer des liens sociaux et continuer à vivre entouré. Donc voilà, on y arrive, vieillir chez soi. On a développé ça depuis quelques années, d'abord grâce à une aide de la Confédération et en collaboration avec la ville de Lausanne. On a démarré ce projet en 2020, année de Covid. Donc pour le coup, le volet lien social, il a eu de la peine. Donc on pensait réunir des gens, enfin ce qu'on a l'habitude de faire, puis on n'a pas du tout fait ça. À la place, on a fait une enquête, une large enquête. On a interviewé près de 1300 personnes, on a eu un très bon taux de réponse, plus de 40% de réponse. Et étonnamment pour nous, beaucoup de gens qui avaient entre 55 et 75 ans ont répondu à cette enquête, ce qui nous a permis de savoir que les gens se préoccupent de leur logement. Donc ça, c'est important. Et évidemment, on a les mêmes chiffres, 83,5% des personnes interrogées ont dit vouloir vieillir dans leur appartement. C'était dans le quartier de Sougar à Lausanne, c'est un quartier qui est en général très aimé par les gens qui y vivent, et donc ce n'était pas une grande surprise, mais quand même, on est un peu plus bas que le 90% cité par Carl Matin, parce que 36,5% des gens considéraient comme leur logement comme non adapté. C'est des vieux immeubles qui sont souvent protégés, donc on ne peut pas, ou est petit, donc on ne peut pas mettre un ascenseur. Donc les gens ont bien conscience qu'ils vont déménager. Et 55,3% des gens nous ont dit qu'ils étaient prêts à subir des travaux chez elles, mais chiffre important, 40% étaient prêts à déménager, condition, dans un appartement plus adapté dans le quartier, parce que c'est là que je connais les gens, j'aimerais pouvoir y rester. Mais on a essayé du coup d'aller frapper à la porte des propriétaires pour proposer des adaptations de logement. On avait un fonds, donc ça veut dire que ça ne coûtait rien aux propriétaires pour faire ces adaptations. Et en gros, on n'a pas eu le succès escompté. Les seules adaptations qu'on a réussi à faire, c'était des appartements propriété de la ville de Lausanne. Ils étaient partenaires avec nous du projet. Et des retraites populaires qui a développé une vision depuis un certain nombre d'années sur la rénovation de son parc immobilier. Et ça, du coup, on a proposé de faire une autre démarche pilote. On est à Gland, en partenariat aussi avec la ville de Gland et les retraites populaires. Donc, on ne s'est adressé qu'aux personnes qui habitent dans des immeubles des retraites populaires, qui sont donc marqués sur le plan que vous avez sous vos yeux, parce qu'on savait qu'on avait un propriétaire qui est prêt à faire les aménagements et qui est intéressé à le faire. Et ça a donné ceci. Donc, on a travaillé par groupe de maisons, où non seulement on a fait une démarche individuelle, mais on a averti tous les locataires, y compris les plus jeunes, qu'on faisait cette démarche, et on a proposé aux personnes seniors qui étaient intéressées par la démarche de se rencontrer. Et c'est dans ces rencontres informelles, autour d'un café, qu'on a pu faire soit dans des cafés au pied des immeubles, si on peut dire ça comme ça, soit dans un des immeubles, il y avait un local communautaire, mais peu utilisé. C'est là qu'on a décidé de réunir les gens, et puis on a commencé à parler de ce qu'ils auraient besoin. Donc voici les étapes en détaillé. Envoyer un courrier à tous les locataires, rencontre par groupe d'immeubles, visite à domicile. Donc la collègue disait en souriant l'autre jour qu'elle connaît pratiquement toutes les salles de bain de Gland, parce que c'est là que sont la majorité des problèmes, c'est dans les salles de bain. Et puis évaluation de ce qu'on pouvait faire en coordination avec la gérante. Et puis ensuite de ça, quand il y avait un accord entre toutes les parties, donc locataires, gérante et nous, on a pu lancer les travaux. Donc voilà, le programme Vieillir chez soi, c'est 3 axes. Adaptation du lieu de vie, créer des solidarités de voisinage, et puis le 3e, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une référente sociale itinérante. Je vous expliquerai un peu plus ce que c'est, et puis vous verrez même des capsules vidéo pour vous présenter tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter le lieu de vie ? La salle de bain, c'est le principal problème. Donc, soit créer une douche à italienne, mais là, les retraites populaires étaient prêtes à financer ces travaux. Problème, il y a de l'amiante, c'est des vieux immeubles. Et donc, subir un désamiantage quand on vit dans l'appartement, ce n'est pas possible. Donc, on a choisi la version 2, bricolage, portillon de baignoire. En attendant, c'est des appartements dans lesquels se feront ces travaux le jour où les locataires actuels s'en iront. On a posé des mains courantes, des seuils adoucis, des rampes, etc. Deuxième axe, sensibilisation des générations.
Donc tout le monde dans l'immeuble a été informé. Et puis on a essayé de créer quelque chose pour que les gens se connaissent mieux et s'entraident. Alors voilà, on est en train de démarrer un outil aimanté. Pourquoi ça? Parce qu'on pourrait mettre des petits aimants sur sa boîte aux lettres pour dire moi je suis à disposition de mes voisins pour faire des courses, pour changer une ampoule, etc. Et puis vous voyez des images au milieu, on vous en parle plus loin des capsules vidéo. On a aussi organisé des rencontres avec le temps favorable, un apéro au pied de l'immeuble. Troisième axe, la référente sociale itinérante. Donc la référente sociale, c'est un métier qui existe actuellement dans les logements protégés. À partir d'aujourd'hui, on peut les appeler les LADA, logements adaptés avec accompagnement. Enfin, je crois, parce que la loi a été discutée cet après-midi en premier débat au Grand Conseil. Donc, ce qui a été dit, le manque de protection est en train d'être corrigé par un dispositif légal. Donc, la référente sociale, elle existe. Et l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on pourrait en faire profiter des habitants du quartier, qu'ils puissent venir au local communautaire et partager des activités avec les gens qui se réunissent, soit pour des activités d'animation, soit pour des repas. Et sur ce modèle-là, on s'est dit on peut peut-être faire la même chose sans qu'il y ait un logement adapté, en réunissant les gens qu'on connaît déjà. Alors, voici une petite explication de ce que c'est la référente sociale itinérante à partir de la maison Mivla à Lausanne. On va aller chercher Madame Joie. On va chez elle et on va les prendre pour le repas de midi. Oui, bonjour Madame Joie, c'est Elisabeth. C'est une personne qui a passé 90 ans, qui est toute seule à la maison. Elle a une fille qui habite loin. Elle a seulement le CMS qui passe. Elle a très peur de sortir en fait. Alors le but, c'est vraiment d'aller la chercher, l'accompagner pour qu'elle soit entourée avec les autres. Je me sens soutenue, c'est bien qu'on vienne me chercher. C'est rassurant, oui. Moi, j'ai quand même peur pour les escaliers maintenant. Malheureusement, je suis quand même tombée une. Déjà, on fait la marche. En venant de chez elle, on marche jusqu'à Mivla. Ça veut dire c'est un peu de la physio. Et surtout, elle attend. Elle attend tous les jeudis. Elle est là avec le bonheur de m'accueillir parce qu'elle sait qu'elle va sortir et elle va venir vers les personnes. On peut discuter de tout et de rien. On peut discuter de beau temps, mais on peut discuter aussi des choses qui les touchent. Des fois, ça peut être avec des problèmes de santé, mais ça peut être aussi des problèmes avec des choses qui touchent avec la famille. Ça englobe beaucoup de choses, mais c'est vraiment des moments précieux. Alors, attention à la marche. Je pense qu'ici, ils trouvent une oreille attentive. Ils arrivent, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, que c'est chouette d'avoir un lieu où on peut déposer. Ça me change aussi. Je n'ai pas besoin de manger toujours toute seule à la cuisine. Ça me change aussi, on voit du monde et puis c'est pas trop loin. Alors le fait aussi qu'on aille chez eux, ça les permet de rester chez eux. Parce que je pense que beaucoup de personnes qui viennent actuellement, s'ils n'avaient pas en plus, ils ne pourraient pas rester autant chez eux. Je pense vraiment que c'est en plus pour eux, pour rester à la maison. Alors voilà, je disais qu'on avait eu pas un énorme succès dans notre première démarche à Lausanne-Sougar, mais par contre on a pu en tirer des enseignements. Et voilà les résultats qu'on a maintenant à Gland après quelques mois d'activité. Donc une année, je devrais dire maintenant, on a déjà pu transformer 15 salles de bain. Et puis on a pu aussi travailler sur des immeubles, sur l'extérieur des immeubles pour mettre des mains courantes. Et puis voilà, un arrêt de porte, réglage d'intensité, toutes des choses qui en apparence c'est pas grand chose mais qui facilitent vraiment la vie des gens au quotidien. Sur les premiers résultats qualitatifs, ce que ma collègue a vu, c'est qu'elle a rencontré des gens alors qu'ils sont dans le 4e âge, qui sortent moins depuis le Covid, des personnes qui n'osent rien demander à leur gérance, mais qui disent toutes qu'ils sont très contents de la gérante. Donc on voit bien ce côté, c'est très vaudois, hein, je veux dire, on va quand même pas demander, pas déranger, mais enfin voilà. Et donc aussi la crainte de l'augmentation de loyer. Et là, notre partenariat, enfin disons, Retraite Populaire a vraiment cette vision de dire que c'est pas des frais qui vont répercuter sur le loyer, c'est une vision d'entretien de leur parc immobilier. Et ils ont identifié que sur les 16 000 logements qu'ils gèrent, 6 800 peuvent être compatibles avec des seniors en termes de taille, 1,5 pièce à 3,5 pièces, et en termes d'accès, il y a un ascenseur ou c'est de plein pied. Mais seuls 20% sont vraiment, pour le moment, réellement adaptés.
Donc voilà la manière dont on procède avec ce projet. Alors comme il y a des politiques dans la salle vendredi, on a parlé de comment ça se finance. Je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais pour le moment, c'est vrai qu'on est sur des financements mixtes, publics et privés. Et ce qu'on espère évidemment, et on a déjà des indicateurs dans ce sens-là, c'est que d'autres grands propriétaires vont être tentés par la démarche et sortir de l'idée il faut construire des logements pour les familles, ce qu'on a fait depuis les années 80 en disant dans le fond c'est aussi un marché, il y aura des seniors et il y aura des appartements qui devraient être adaptés aux seniors. Et on a conclu un peu en disant on pourrait changer de paradigme. Dans les appartements de moins de 3 pièces, est-ce qu'on ne devrait pas avoir la norme d'une douche à l'italienne plutôt que d'une baignoire qui sert très peu de temps dans la vie d'une famille, quand les enfants entre une année et 5 ans, 6 ans, puis après ils vont au foot, donc c'est la douche, etc. Ouais, voilà pour les questions pratiques. Et encore une petite capsule vidéo pour conclure. Je suis encore dans les temps, ça va? C'est bon. Alors moi, je m'appelle Mariora. J'habite ici, à Gland, depuis 24 ans. J'adore mon appartement. Et puis maintenant, j'ai des connaissances à Gland, j'ai le fitness. Et puis je me sens ici, oui, chez moi, quoi. Alors je ne voudrais pas déménager, surtout pas. Mon plus grand souci, c'est qu'il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver avec mon chat s'il est enfermé? S'il m'arrive quelque chose, qui est-ce qui se rend compte? Ce n'est pas le souci de ne pas avoir des connaissances. Moi, je peux facilement aller vers les gens, parler avec les gens. Mais avoir vraiment des personnes sur qui je peux compter, c'est ça. Ouais. Depuis quelques années, j'ai ce système. J'envoie un SMS tous les soirs à une amie. Si elle ne reçoit pas cet SMS, elle doit appeler des voisins qui, eux, ont une clé pour mon appartement, qui, eux, savent qu'il faut regarder qu'est-ce qui est arrivé à Mariora. Il y avait un article dans notre magazine de la commune de Gland qui présentait le projet Vieillir à Gland. Alors je me suis dit, mais ça m'intéresse ce projet. Le but du projet Vieillir chez soi, c'est vraiment de maintenir les personnes à domicile, les personnes qui le souhaitent, et de les maintenir à domicile dans les meilleures conditions possibles. Lors de nos rencontres, en fait, on discute énormément de toutes les micro-solidarités qui existent déjà dans les immeubles. L'idée, c'est d'en parler, de les visibiliser, de sensibiliser les gens à ces micro-solidarités. Par exemple, ça va être déposer un journal gratuit chaque jour devant la porte de son voisin-voisine. Ça va être monter les stores, descendre les stores chaque jour. Ça ne coûte pas grand-chose, simplement il faut être attentive à ce que la personne âgée le fasse quotidiennement. Et pour elle, ça lui apporte un immense sentiment de sécurité. Alors avec Sylvia, donc, on a discuté qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se rapprocher un petit peu avec les voisins et les voisines. Donc on a décidé de faire un apéro ici dans le jardin public. Et puis là, il y avait des voisins de mon immeuble où j'étais très contente parce que c'est des voisins. Et puis là, on a vraiment fait connaissance avec ces gens-là et c'était super. Cet apéro, c'était vraiment super. Et depuis là, je me sens beaucoup plus proche avec ces voisins-là. Et quand je les vois maintenant, mais je parle avec eux, je discute. Voilà. J'en ai fini. Très bien. Alors, c'est le temps pour vous maintenant de poser des questions ou de faire des remarques. Moi, je vais me balader avec ce micro-là auprès de vous. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de remarques bêtes ou gênantes. Vous demandez ce que vous voulez, s'il vous plaît. Alors, on a déjà 2 mains qui se lèvent. Madame au premier rang, s'il vous plaît. Je vais vous donner le micro, ce sera plus... Comme ça, tout le monde peut vous entendre. J'ai peut-être une question préventive. Bon, je suis en bonne santé actuellement, mais si je me projette, j'ai 80 ans et plus, si je me projette dans 5 ou 10 ans, je me dis, je serais contente d'être dans un appartement protégé. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou comment ça se passe pour avoir une petite chance pour se trouver dans un appartement
protégés si nécessaire. Comme vous avez vu, peut-être, nous assurons la référence sociale de quelques logements protégés dans ce canton, avec une petite part de marché. Ça dépend où vous habitez, j'ai envie de dire. Ça dépend combien de logements protégés dans la zone que vous aimeriez, investir. Et puis, alors par exemple, la maison Mivla, vous avez vu Elisabeth, qui est la référente sociale, qui est bien implantée dans ce quartier Sougar de Lausanne. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient y aller. Il y a une liste d'attente. Et puis, alors, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a des gens qui y sont depuis 5 ans sur la liste d'attente. Quand il y a un appartement qui est libre, elle téléphone, ils disent, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Non, c'est pas encore le moment. Bon, alors ok, on passe à la suivante sur la liste d'attente. Puis il y a d'autres logements protégés où il y a beaucoup plus régulièrement, des appartements qui se libèrent, et du coup, la liste d'attente fait moins sens. Donc là, je n'arrive pas à dire sur Yverdon quelles sont les disponibilités, mais ça vaut la peine de s'annoncer, d'aller visiter. Est-ce que ça me convient? C'est là que j'ai envie d'être. Ce qu'on voit quand on est sur 2 nouveaux projets immobiliers, ça donne du stress aux propriétaires, aux gérants, parce que les gens viennent voir, puis disent, c'est très bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Donc ils font des tas de visites. Mais quand ils sont en activité, allez-y, allez voir. C'est ça qui m'intéresserait. Ok, puis je m'inscris sur une liste d'attente. On n'est pas obligé de prendre quand il y a un appartement qui se libère. On peut dire qu'on est intéressé, mais pour le moment, voilà. Après, c'est ça. Après quelques temps, il faut se rappeler au souvenir en disant, je suis toujours intéressé. C'est pas encore le moment, mais ça, on peut tout. Enfin. Pour Proxénète Tout Terre, on peut tout à fait le faire. Je ne sais pas après la politique d'autres gérants. Mais ouais. Est-ce qu'on peut profiter pour que vous nous rappeliez ce que c'est exactement un logement protégé, ce qu'il y a dedans? Oui, alors, dans quelques mots. Logement protégé n'est pas une appellation protégée. Et puis, en ce moment, il y a effectivement un projet de modification de la loi pour que les logements protégés qui sont conventionnés avec le canton s'appellent l'ADA, logement adapté avec accompagnement. Protégé, en plus, ce n'est pas un très, très bon mot, parce que qu'est-ce qu'on entend par protection? Donc, un logement adapté avec accompagnement, ça veut dire qu'architecturalement, il est conçu pour qu'on puisse y vieillir. Et puis, il y a la présence d'une référente sociale qui apporte une animation et qui peut aussi répondre à des besoins individuels, surtout pour orienter vers la bonne prestation. Ça, c'est le principe du logement. Alors, on trouve des logements juste adaptés, c'est des gens qui ont mais en principe, toute nouvelle construction devrait être adaptée selon la norme SIA 500. C'est pour ça que les logements adaptés avec accompagnement conventionné avec le canton ont des normes un peu plus sévères sur certains points, par exemple la largeur des couloirs pour qu'on puisse vraiment passer avec un déambulateur, enfin ce genre de choses-là. Et puis, on trouve des logements pour seniors alors de haut luxe, à 6 000 francs par mois, avec toute une gamme de services, etc. Et il y a un peu de tout sur le marché. L'intérêt du logement adapté, conventionné avec le canton, c'est qu'une personne qui, au bénéfice des prestations complémentaires, peut y accéder. C'est-à-dire que les prestations vont être adaptées et le coût de la référence sociale et du local communautaire qui sont au-dessus du loyer va être pris en charge par les prestations complémentaires. Donc ça veut dire que c'est vraiment accessible pour tout un chacun. Parfait. On avait une question ici aussi, monsieur. J'ai une question dans l'exposé, madame, que vous avez fait. Vous avez dit, sauf erreur, qu'il y avait 5% de personnes en institution. Ce chiffre me paraît faible. Alors la question, comment est-ce que c'est compté, par exemple? Est-ce que c'est que les jeunes qui ont subi un PLAFA, ou est-ce que c'est seulement les jeunes qui ont décidé d'y aller de leur propre chef, ou est-ce que c'est tout le monde qui est en institution, les EMS, les institutions spécialisées et autres? Oui, alors c'est vraiment toutes les personnes de 65 ans et plus, et c'est là où en fait on se retrouve avec une partie de la population qui n'a pas besoin d'aller en institution. Donc en fait, si on regardait par exemple les personnes de 85 ans et plus, on aurait un taux plus élevé que je ne peux pas vous dire en ce moment, mais à 65 ans et plus, c'est effectivement 5%. Et on prend toutes les personnes effectivement qui sont en institution, quelle que soit la raison pour laquelle elles y sont. Mais c'est le fait de prendre dès 65 ans, qui était notre univers de référence, qui fait que le taux est bas. Et évidemment, plus on monte, plus le taux est élevé.
Mais c'est pas que tout d'un coup ça passe à 90%. Enfin, c'est forcément. Je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je pourrais vous le transmettre si ça vous intéresse. On a vraiment le chiffre pour les différents âges. Si vous permettez, j'ai encore, c'est peut-être pas une question, c'est plutôt une remarque. Aujourd'hui, là, ce soir, on est là pour vous entendre et vous avez au fond, vos deux exposés montrent qu'il faut construire, enfin, il faut aménager, etc. C'est donc pour des personnes qui sont vivantes, etc. Mais d'un autre côté, moi, je note aussi, j'ai un cas particulier dans ma famille, au fond, les gens viennent de plus en plus vieux, la science médicale nous permet, je fais partie de ces gens-là, nous permet de vivre plus longtemps, mais il y a aussi, je connais des gens qui, arrivés à un certain âge, disent « j'ai bien vécu, j'ai assez, la suite ne m'intéresse pas ». Et là, je trouve que notre société, on est encore des règles de mes grands-parents. Et est-ce qu'on va couvrir le canton des MS avec les chiffres que vous avez annoncés, ou est-ce que là aussi notre société va pas devoir réfléchir à des solutions de fin de vie qui peuvent peut-être paraître brutales? Je connais le cas dont je viens de parler, c'est qu'une personne était en bonne santé, elle a eu un PLAFA. Donc maintenant, c'est terminé. Elle parlait d'exit d'une façon positive avant, et puis maintenant, avec PLAFA, exit terminé. Et puis il n'y a plus rien d'autre, sauf, disons, des interventions extérieures, mais qui seraient considérées comme criminelles actuellement. Alors j'ai entendu parler qu'au Canada, ils sont beaucoup en avance sur ce sujet-là. Ça sort peut-être du sujet de ce soir, mais j'aimerais savoir si d'autres participants d'un groupe ici ont les mêmes inquiétudes que moi. Je ne voudrais pas, moi, être transformé en plante verte et mis en EMS pour 5 ou 10 ans. Je veux bien tenter un bout de réponse, parce que c'est un débat philosophique, ça sort de bien vieillir chez soi. Mais quand même, les perspectives de vieillissement en bonne santé sont là. Je veux dire, on sait qu'on ne va pas pouvoir doubler le nombre d'EMS, qu'on ne va pas répondre demain de la même manière qu'on répond aujourd'hui au vieillissement. C'est pour ça que moi, je suis intéressé à ces débats. C'est qu'on est en train de réfléchir à un vieillissement de qualité sans l'institution. Elle va rester parce qu'il y a des personnes qui en auront besoin. Voilà, suite à un pépin de santé, peut-être que ce ne sera pas possible autrement. Mais on peut imaginer un vieillissement de qualité, et notamment si on favorise le lien social et les solidarités de proximité. Et on a aujourd'hui des indicateurs, je ne sais pas si vous avez vu dans 24 heures, je crois que c'était lundi, ils faisaient état de la cohorte LC65 à Lausanne, donc ça fait 20 ans qu'on suit des seniors de plus de 65 ans. J'y étais mercredi pour les 20 ans dans la salle, ils avaient un peu plus que 65, ceux qui étaient là. Mais les indicateurs sont plutôt assez encourageant. On peut vieillir en bonne santé. C'est-à-dire que le vieillissement n'est pas une maladie. Il peut y avoir des maladies quand on est vieux, mais en soi, ce n'est pas le vieillissement le problème. Donc, c'est plutôt les stratégies, comment est-ce qu'on pourrait favoriser le fait de l'autodétermination. Et là, on se rejoint des seniors sur leur choix de vie. Et quand ils disent « j'aimerais pouvoir mourir chez moi » ou « rester chez moi si possible jusqu'à la mort », eh bien, je veux dire, quelles sont les possibilités? Et il se trouve, par chance, que c'est un facteur de santé. Quand on le fait avec un entourage de proximité, c'est bien, ça nous aide à bien vieillir, et ça ne coûte pas trop cher. Donc, si on devait doubler l'équipement hospitalier, on n'y arriverait pas. Alors, j'ai dit une question de temps, mais aussi une question de coût qui viendrait reposer sur la classe active, on n'y arriverait pas. Et on voit qu'on a des solutions assez simples, qui sont en même temps assez sympathiques et pas coûteuses. Donc c'est un peu ça qu'on aimerait développer. Très bien, d'autres questions? Il y a madame. On va le passer comme ça. Tout à l'heure, vous nous avez bien expliqué toutes les adaptations qui avaient été faites à Glon. Est-ce que vous avez pensé à de la colocation?
c'est pas mon truc. Ok. Mais il y en a qui y pensent. Oui, Il y a effectivement dans le programme Vieillir 2030, il y a un Elderly, qui est donc un projet qui a été primé par la Haute École de Travail Social en travail de master. Et la Haute École de Travail Social soutient aussi les jeunes entrepreneurs sociaux qui développent ça. C'est pas ma tasse de thé parce que je pense que c'est un marché de niche. Il y a eu beaucoup d'agitation l'année passée au sujet de la colocation. J'ai eu plusieurs fois des interviews de journalistes parce qu'il y a eu aussi une motion qui a été déposée à Lausanne. Mais quand on regarde les études, on dit comment vous aimeriez vieillir, les gens disent pas en colocation. Mais il y a eu un très beau film, Nos utopies communautaires, sorti par Bourgeot, où voilà, il revenait sur ces colocations. Et je pense que j'étais invité à une fois à un débat suite à la projection du film. Je disais, nous, le communautaire, c'est pas une utopie, on en fait depuis 20 ans. Et dans le fond, c'est intéressant. Et je pense que ça peut répondre à la fois de besoins d'étudiants et de seniors pour quelques-uns. Et comme vous l'avez compris, j'étais un peu sceptique. J'ai une fois posé la question à mon équipe, qui sont tous âgés entre 25 et 40 ans. Et il y en a plusieurs qui ont vécu ça pendant leurs études. Et il y en a en tout cas 2 qui m'ont dit, mais moi je fais ce métier aujourd'hui parce que j'ai vécu cette expérience de colocation et que ça m'a motivé à travailler avec des seniors. Donc c'est une belle perspective, mais c'est plutôt pour une petite partie de la population qui est intéressée à ça. Mais alors semble-t-il, c'est très encourageant. Et je dis semble-t-il parce que je ne l'ai pas vécu. Merci. Soyez pas timide. D'autres questions par là-bas? Merci beaucoup pour vos présentations respectives. C'est une question plutôt de prospective qui est en lien avec la question qui vient d'être posée. On a observé qu'au moment de la crise financière, par exemple en Espagne, il y a beaucoup en fait, de petits-enfants qui sont allés vivre avec leurs grands-parents parce que quelque chose qui était extrêmement régulier, c'était le paiement des retraites en fait. C'était un des éléments stabilisateurs de la société. Et puis c'est intéressant parce que là, les retraités ont été un facteur vraiment de stabilisation sociale. Est-ce que dans le scénario crise, il y a le scénario les petits-enfants qui n'ont plus de revenus, ils vont vivre chez leurs grands-parents qui ont une retraite fixe? On n'est pas allé aussi loin, mais il y avait justement plus de solidarité familiale, mais on n'est pas allé dans autant de entre guillemets, spécificité dans la description du scénario, mais ça pourrait parfaitement faire partie de ce scénario-là, effectivement. Oui. Oui, merci beaucoup. Alors, merci pour la présentation. C'est vrai que vous avez rappelé au tout début le fait que cette question du vieillissement va devenir forcément un fait majeur ces prochaines années, que ça nécessite des réponses du coup forcément massives, notamment en termes d'adaptation du cadre de vie et du cadre en particulier des logements. Moi, je suis assez effaré par ce chiffre alors on a parlé du chiffre de 5% de personnes qui vivent en institution. Moi, c'est l'autre c'est le 2,5. C'est-à-dire finalement, il n'y a actuellement que 2,5% des seniors qui peuvent vivre dans un logement alors adapté ou protégé, même si les termes sont en train de se fixer. 2,5%, c'est minuscule. Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs? Parce qu'en gros, si on veut que ces logements adaptés soient accessibles, ça ne pourra être que l'affaire des pouvoirs publics, parce que si c'est construit par des propriétaires qui en voient un intérêt financier, ce sera des logements adaptés qui ne seront accessibles qu'aux seniors les plus riches. Donc pour que ce soit des logements adaptés accessibles à tous, ça doit être des logements adaptés portés par les pouvoirs publics. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience du côté des pouvoirs publics d'adapter les logements de manière plus massive pour les années à venir? Ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question, c'est quand est-ce que vous venez à Yverdon? Non, vous y êtes déjà pour les quartiers solidaires. Non, mais c'est intéressant. La deuxième, j'y répondrai avec plaisir. Ouais. Mais alors, sur la première question, comme je dit, aujourd'hui était discuté en premier débat au Grand Conseil une modification de la loi sur l'APRAM, je ne sais plus l'acronyme, mais en gros c'est ce qui gère l'hébergement en EMS, mais aussi les logements protégés. Et il y a une volonté, alors vous savez pas, que Mme Ruiz a lancé avec son département un projet qui s'appelle Vieillir 2030, c'est vraiment de faire une politique senior à l'horizon 2030 qui tienne compte du vieillissement de la population. Et la question du logement était un des axes de cette politique. Et il y a ce projet de loi qui a été lancé fin d'année passée, qui était après les travaux en commission parlementaire, discuté aujourd'hui.
Donc dans cet axe-là, dans ce projet-là, il y a plusieurs choses, dont le fait de doubler le nombre de logements protégés conventionnés. Qui dit conventionné, comme je dis tout à l'heure, dit accessible à toute personne, puisque à peu près toute personne, puisque les rentiers AVS ont le droit aux prestations complémentaires. Bien sûr, il faut bénéficier d'une rente AVS. On parle ici, il y a peut-être un problème pour les migrants qui n'auraient pas droit à la rente AVS. Mais toujours est-il, ça résout quand même une grande question. Donc on parle de passer de 1500 à 3000 logements adaptés dans un horizon très court. Le problème, il est double avec ça. C'est qu'il n'y a pas de nouveaux instruments dans la loi pour inciter ou contraindre, disons, à construire des logements adaptés. Il y a une loi qui a été votée il y a quelques années, la L3PL pour faire court, qui donne des instruments aux communes pour pouvoir promouvoir des logements d'utilité publique. Mais on voit que c'est surtout les grandes communes qui savent comment utiliser cet arsenal légal. Pour les petites, c'est plus difficile. En général, elles sont assez dépendantes de ce qui s'est déjà fait avant. Il y a un plan de quartier, il y a une zone, et puis point barre, puis on ne va pas réussir à transformer ça. Mais les indicateurs sont quand même de dire on a pris conscience de ça, on veut doubler le nombre de logements adaptés. Une autre mesure dans cette loi, c'est de proposer une indemnisation à hauteur de 3 000 francs par logement pour les gens qui auraient besoin d'une adaptation. 3 000 francs, c'est à peu près le coût de du portillon de la baignoire que vous n'avez pas vu du coup. C'est sur une autre capsule vidéo. Mais voilà, alors là où j'étais un peu plus dubitatif, il faudra voir ce que ça se donne après, c'est que nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que s'il n'y avait pas une mesure d'accompagnement, ça ne marche pas. On a tenté à Lausanne-Sougar, où pourtant on avait du personnel, on n'a pas réussi à convaincre les propriétaires. Mais là, si on ne réunit pas les gens pour discuter entre eux, ils ne prennent pas la mesure. Puis ce qu'on voit, c'est que ma collègue, elle a fini dans un premier groupe d'immeubles, elle passe au suivant. Puis il y a des gens qui n'ont rien demandé il y a 8 mois en arrière, qui reviennent maintenant en disant « mais je crois que ce serait bien aussi que j'ai… » Enfin voilà, on est vaudois, quoi. Hein, toujours, il faut un petit peu de temps, il faut s'y habituer. Mais pourquoi ça? Parce que c'est un deuil. Quand je mets la porte de la baignoire, ça veut dire que je suis plus capable de la franchir, donc je vieillis, puis c'est un pas de plus dans quelque chose que je dois lâcher, quoi. Et ça se fait pas comme ça. C'est pas si simple qu'on veut le croire. C'est comme quand on doit lâcher le permis de conduire, enfin, etc. C'est un deuil, c'est une chose de plus, etc. Il faut tenir compte de cet aspect-là, il faut l'accompagner. Et je pense qu'il y a besoin d'une médiation, d'une facilitation pour aider ça. C'est pour ça que j'étais un peu dubitatif sur la seule mesure financière. Il faut aussi quelque chose à côté. Maintenant, sur Yverdon, on a fait une toute petite incursion avec les immeubles de retraite populaire ce printemps, parce qu'on est dans le quartier du Cheminais. Après le Covid, on a eu de la peine à redémarrer la dynamique, et puis mon collègue a été très courageux. Il a essayé de maintenir à flot ce bateau. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis on s'est dit, si on faisait avec les immeubles de retraite populaire vivre chez soi. Donc il est parti en questionnaire avec les habitants, etc. Alors il y a eu assez peu d'adaptation, probablement parce qu'on n'avait justement pas ce temps long comme on a fait à Glon. Enfin, je veux dire, mais par contre, alors les gens étaient assez preneurs du lien social. Donc voilà. Mais retraite populaire, pour parler d'eux, hein, je ne sais pas que je vais refaire la publicité gratuite, mais c'est parce que c'est les seuls pour le moment qui se sont engagés avec nous. Ils ont vraiment cette vision de rénover à terme tout leur parc immobilier dans des appartements qui seraient compatibles avec les seniors. Mais y mettre une douche, c'est pas exclure des étudiants, on est d'accord. Hein, je veux dire, on peut tout à fait vivre confortablement avec une douche dans un appartement. Donc c'est de dire, on veut rendre notre parc immobilier accessible aux seniors, soit pour y venir, soit pour y rester, pour ceux qui sont déjà dans leur appartement. Voilà. Et puis, on espère que ça fera tache d'huile. C'était aussi pour ça qu'on a fait ce forum, c'est pour inciter d'autres propriétaires à changer de lunettes. À dire le marché porteur, ce n'est pas seulement les familles, papa, maman et 2 enfants, mais les seniors sont un marché porteur. Donc faisons du logement pour les seniors, adaptons ceux dans lesquels ils sont. Et là, on espère beaucoup pouvoir faire tache d'huile auprès d'autres propriétaires. J'ai répondu aux 2 questions. On attend d'autres questions encore, on a un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Ou des remarques? Pas encore, alors je vais me lancer, si ça vous va. Vous avez
tout à l'heure rappelé l'importance de déterminants sociaux, des liens sociaux pour la santé et le bien-être, qui est presque plus important que de pouvoir monter dans la baignoire. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça que je retiens. Et on est des animaux sociaux et on a vraiment besoin de ça. Et beaucoup de gens souffrent de solitude. Qu'est-ce qui est pour vous, si vous aviez un peu une baguette magique, et qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire pour permettre ces liens, que ce soit ces liens sociaux, surtout, je pense surtout aux liens qui ne sont pas familiaux, parce que ceux-là, bon, on n'a pas une prise directe, mais peut-être pour faire entrer les gens plus en contact intergénérationnel aussi. Vous qui connaissez bien le sujet, qu'est-ce qui devrait être fait en priorité, si vous avez 3 choses à faire? Tous les deux, je voudrais vous demander à tous les deux, parce que je pense que Carole a aussi des idées là-dessus. Mais allez-y en premier, c'était pas pour vous. C'était pour vous deux, oui. La statistique. Je veux dire, voilà, ça fait 20 ans qu'on a développé, qu'on est parti avec cette expérience du communautaire, puis franchement, c'est quand même plutôt un succès. Alors, c'est variable, mais ce qui est intéressant aussi là, c'est qu'on arrive dans un début de projet avec des professionnels, puis ensuite on laisse l'association vivre sa vie. Donc c'est aussi en termes de coûts, je suis assez pour qu'on développe des mesures qui permettent aux seniors d'eux-mêmes être les acteurs de leur vie. Et c'est un peu moins coûteux que développer des services à la personne. Je veux dire, et c'est pas forcément plus mal, et je crois même que c'est mieux. Quand on a pu participer à dire, bah tiens, j'ai identifié tel problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le résoudre ensemble? C'est quand même plus sympathique de dire, bah, venez le mardi, on va jouer aux cartes. C'est très bien de jouer aux cartes, j'aime beaucoup jouer aux cartes, mais quand on a pu dire, bah, c'est ça qui me correspondrait, puis voilà. Alors, avec les projets de quartier solidaire, on a vécu ça. Je veux dire, voilà, il peut fluctuer dans la durée, mais c'est quand même assez intéressant parce que après le départ des professionnels, ça dure pendant des années. Même si, et maintenant qu'on a pu apprendre, on a une stratégie pour que ça dure le plus longtemps possible après notre départ. Deuxième chose, ça touche quand même pas mal les seniors actifs. On l'a vu à Gland, on a une association très vivante avec 500 membres, je veux dire, qui existe depuis une dizaine d'années. Quand dans ces immeubles des retraites populaires, on a dit, mais est-ce que vous aimeriez participer à des activités? On était avec des personnes plutôt 4e âge qui ont dit non, c'est trop loin. Mais par contre, le café en bas, je veux bien. Et ça, cette mesure de référence sociale itinérante, à mon avis, elle est ce qui est mon rêve, c'est qu'on puisse passer du 3e au 4e âge sans rupture. Rester dans mon quartier avec les gens que je connaissais. Ben tiens, il y a un local communautaire, on faisait nos activités. Maintenant, je suis un petit peu vieux, mais ça me ferait plaisir d'aller manger avec d'autres personnes. C'est déjà le local, puis je connais déjà cette personne parce que je l'ai rencontrée avant. C'est pas la même chose que de devoir changer de quartier. Puis juste d'avoir une 3e carte, je dirais, pour les gens qui savent qu'ils sont dans un appartement qui est mal adapté pour leurs vieux jours, soit parce qu'ils sont propriétaires, puis que, comme moi, on a acheté pour des enfants, puis voilà, ils sont grands. Moi, parce qu'on m'a posé souvent la question, à quel âge? Ben, j'en sais rien, parce qu'on parle de vieillesse plurielle. Il y a des gens qui, à 90 ans, ont encore une parfaite forme physique, puis d'autres qui ont une santé qui se dégrade à 75, 80 ans. Ben, la réponse que j'ai, c'est se fixer un délai. Moi, je me dis, à 75 ans, je sais que mon appartement, il n'est pas vraiment fait pour vieillir. Donc, à 75 ans, je prends une décision. Pas forcément de déménager à 75, mais à 75 ans, je prends une décision. Parce qu'il faut le faire quand on a encore la force de pouvoir s'investir dans un nouveau lieu, dans un nouveau quartier, de nouvelles relations sociales. C'est un peu le risque, si on va à un logement adapté trop tard, comme ça, on a même de la peine à aller au local communautaire pour rencontrer d'autres personnes. Donc, ça vaut la peine de le faire quand on a encore des ressources pour créer du lien social. Carole, vous voulez répondre aussi sur vos idées pour le lien social? Non, je pense que je ne pourrais pas apporter quelque chose de supplémentaire et d'utile. Là, on a l'impression d'avoir un peu des projets pilotes. Est-ce que vous pensez que ça pourrait donner lieu à une politique publique à large échelle, ce genre d'initiatives-là qui sont portées pour l'instant par Prosenectute? Je vous demande votre avis personnel, pas l'avis de l'État. Statistique indépendante, c'est compliqué. C'est possible que ce soit soutenu. Après, comme le disait Marc, c'est vrai que
l'objectif, c'est quand même de pouvoir aussi ensuite faire vivre les projets et puis que donc effectivement ça pourrait être soutenu par les politiques publiques, mais après ça devrait pouvoir continuer à vivre par eux-mêmes. On m'a posé cette question vendredi passé devant la conseillère d'État, donc j'étais très à l'aise pour répondre, n'est-ce pas? Dépenser un peu plus. Moi, ça ne m'intéresse pas les projets pilotes. Ce qu'on fait à Gland, ce n'est pas pour faire après une plaquette en disant regardez, on a fait un truc super à Gland, quoi. C'est pouvoir vraiment le faire. Alors là, avec un partenaire qui a une vision pour 6000 appartements, mais peut-être que si on arrive à avoir d'autres partenaires institutionnels, les caisses de pension sont propriétaires de beaucoup d'appartements et ils sont quand même un petit peu intéressés par le vieillissement, hein, c'est leur core business. Donc on est en discussion avec d'autres. On est encore dans les projets pilotes, mais c'est pas stupide de penser que le réflexe de la douche italienne puisse... même Bernard Nicot a écrit là-dessus. Donc voilà, je veux dire, si on arrive à dire économiquement c'est aussi un marché, déjà là on a 50% de fait. Et puis ensuite de ça, c'est vrai que les mesures qu'on propose, elles sont peu coûteuses, beaucoup moins coûteuses qu'en EMS, hein, c'est 8 000 francs par mois. Donc voilà. Hein. Je veux dire, sinon on peut faire un tel projet à Gland avec le coût d'une personne en EMS dans une année. Et avec ce coût-là, on peut aider une centaine de personnes. Donc voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas fermer des EMS pour faire ça. Et c'est quand même des coûts en plus. Et donc, il y a des arbitrages à faire en disant qu'est-ce qu'on veut. Il y a des politiques publiques. Par exemple, la crise climatique, ça risque de devenir une politique publique prioritaire. Enfin voilà, je veux dire, ce sera comment il y a des majorités politiques qui vont trouver un moyen de le faire. Mais ça me paraît plus intéressant de proposer ce type de solution qui peut se financer relativement facilement que d'inventer des services à la personne quand elle a beaucoup vieilli pour la maintenir à domicile à tout prix, enfin, c'est parce qu'on n'aura plus d'hôpitaux ou d'EMS. Je pense que c'est toujours difficile pour les acteurs de la prévention, et j'ai aussi été dans le curatif, donc je sais bien, quand on a des besoins, c'est tout de suite. Hein. C'est un hôpital qui ferme, c'est compliqué. Donc c'est toujours difficile pour les acteurs de la prévention de dire investissez maintenant, ça rapportera beaucoup plus tard. Mais c'est quand même bien la réalité. Est-ce qu'on s'arrête là ou il y a d'autres questions? Moi j'ai toujours plein de questions, mais je ne veux pas vous retenir, parce que je suis très curieux. Je peux encore poser. Je me demandais comment favoriser le lien entre vraiment les jeunes et les personnes plus âgées pour que ce soit une sorte de bénéfice mutuel. Est-ce que dans les coopératives, par exemple, ce ne serait pas aussi... Maintenant, les coopératives, on peut le vent en poupe, en tout cas à Genève. Est-ce que là, j'entendais aussi des amis plus âgés qui parlaient de ça, qui voulaient avoir un logement coopératif où il y avait un mélange de générations, où là, il y a un aspect communautaire dans la coopérative. C'est-à-dire que ce n'est pas chacun dans son logement, mais il y a une vision qu'on est quand même ensemble, même si c'est chacun dans son logement. Mais peut-être qu'on peut partager certains moments ou des choses comme ça, et des coups de main aussi. Comment vous voyez ça ? Mais alors, j'ai dit que j'étais pas, disons, le premier prédicateur de la colocation, mais la coopérative, j'y crois beaucoup plus. Parce que justement, on a cette possibilité, il y a souvent un local communautaire, enfin, etc. C'est aussi souvent porté par des gens qui ont envie de créer ça. Alors, donc, on est aussi sur des projets de coopératives d'habitants et d'habitation pour le futur, pour pouvoir créer du logement senior dans ce type d'infrastructure. Et puis, il ne faut pas oublier tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une réponse pour tous ceux qui vivent dans leur quartier et qui aimeraient y rester. Et puis là, la réponse, c'est plutôt ce qu'on a vu dans la capsule vidéo, quoi. C'est d'avoir quelque chose qui permette aux gens de se rencontrer et de faire connaissance. Puis après, une fois que le lien est établi, c'est beaucoup plus facile. Souvent, le premier problème, c'est d'oser solliciter le coup de main. Dans nos projets de quartier solidaire, on a souvent des seniors qui disent on pourrait faire un réseau d'entraide, quoi. Alors ils créent, ils ont une liste de 20 offres diverses d'entraide et il n'y a personne qui demande, quoi. Donc, parce que ce premier pas, oser aller demander quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas, est difficile. Puis là il faut trouver l'espace de médiation pour que j'ose faire la demande.
Et puis, dans les immeubles, aujourd'hui, on ne se connaît plus. Et voilà, faire un apéro, donner l'occasion de se rencontrer. En plus, on n'est pas actif au même moment. Hein. Les parents, ils rentrent le soir, ils ont vite été à la garderie chercher les enfants, et puis il faut faire leur repas, les devoirs scolaires, etc. Enfin, on est dans un train de vie qui ne prête pas facilement à se rencontrer. Un truc qui marche pas mal, c'est les jardins. Quand il y a un bout de jardin, souvent, les parents d'aujourd'hui travaillent à temps partiel, les deux. Et puis, avoir un jardin communautaire, c'est assez sympa. Et puis, souvent, les seniors, ils savent comment faire, parce qu'ils en ont eu un plus tôt. Donc, ils peuvent expliquer. Et puis là dans le quartier où on a une animation à Morges, on a vraiment une très belle expérience. Ils avaient des parcelles pour une trentaine de jardins. Il y a 1000 habitants. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire ? Ça va être la foire d'Empagne. Puis nous, on dit, si on faisait un jardin communautaire. Et là, le problème, c'est que les jeunes qui participent au jardin, ils se sentent coupables parce qu'ils n'ont pas travaillé autant que les seniors. Donc, ils n'osent pas venir chercher les légumes. Alors, c'est les seniors qui disent, venez parce qu'ils vont pourrir. Mais c'est une belle expérience. Ce genre de choses-là, ça permet aussi de créer ces échanges. Est-ce qu'il y a d'autres envies d'intervention ? Non ? Alors, est-ce que Carole, vous voudriez... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas vu, pardon. Je me lance juste pour une dernière question sur le poste de référente sociale itinérante que j'ai découvert ce soir et que je trouve très intéressant parce qu'il permet finalement de dépasser tout ce qu'on a traité ce soir, qui est le logement et le bâtiment en lui-même, et qui semblait permettre de transgresser et puis de s'intégrer peut-être plus dans une vie de quartier et d'oser sortir, comme le disait la dame. Et je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris quelle est l'ampleur de ce poste. Est-ce que c'était seulement dans le cadre de la maison Mivla ? Est-ce que c'est quelque chose que vous développez ? Enfin, combien il y a de personnes qui pratiquent ça ? Alors, en ce moment, on a une expérience pilote dans 3 de nos logements protégés à la demande du canton. Et on offre la prestation gratuitement. Parce qu'il faut savoir que les gens qui vont en logement protégé futur LADA, ils payent la prestation. Ils payent la référence sociale et le local, sauf s'ils sont bénéficiaires des prestations complémentaires. Et là, c'est compliqué de trouver le modèle de financement, parce que si on dit vous venez manger une fois le jeudi à midi, comme Madame Joie, on ne peut pas lui dire oui, mais il faut payer en plus la référence sociale à hauteur de 150 francs par mois, plus le repas de midi et une participation aux frais du locaux. Donc moi, je pense qu'on doit trouver un système de financement où le travailleur n'est pas payant, mais la prestation, c'est-à-dire une participation aux frais du locaux, puisque les autres seniors les payent, et les coûts de l'animation ou du repas auquel je participe, ça paraît normal et ce n'est pas contesté, il n'y a pas de problème. Donc en ce moment, avant une large extension, il faut trouver le bon modèle de financement, mais ça pourrait se faire assez largement. Ce ne serait pas limité à Proxénèque-Toutet de pouvoir faire ça. Et puis, le calcul, on arrive, ça demande à peu près... actuellement, on compte pour les logements adaptés 2% de temps de travail par appartement. S'il y a 20 appartements, la référence sociale est à 40%. Puis là, on se demandait comment il y aurait la répartition entre le temps individuel et le temps collectif. Puis on s'aperçoit que les gens, une fois qu'on a créé le lien, le temps individuel, il y a assez peu de demandes d'entretien. C'est au détour du repas, j'ai juste une question à vous poser. Enfin, voilà. Donc, c'est beaucoup du temps collectif. Donc, l'estimation, c'est qu'il faudrait 1% de taux de travail par personne aidée. Donc, avec un 100%, on pourrait aider une centaine de personnes. Après, il y a tout le problème comme les déplacements. Parce que voilà, ça prend du temps d'aller accompagner. Dans une expérience pilote, on peut le faire 1 à 1. Après, il faut des collaborations avec les transports à mobilité réduite pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Voilà. Mais on est d'accord que ce n'est pas une mesure très très coûteuse, mais qui peut vraiment permettre, et cette régularité, une fois par semaine, c'est aussi ce qui ressort après une année d'expérience. On voit que alors certaines viennent plus souvent, mais en général, la fréquence une fois par semaine, c'est un moment dans la semaine. Le jeudi, je sais que je vais manger. Et ça alimente le fait que même si le reste de la semaine, je suis seul, mais le jeudi, je vais manger avec les autres. Et je pense, une bonne mesure, efficace et porteuse. Merci beaucoup.
Merci. Est-ce que Carole voudrait dire un mot de la fin qu'on a moins entendu? C'est vrai que moi je suis plus théorique, donc je pense qu'effectivement l'intérêt est plus sur la pratique, donc non, j'ai pas forcément besoin de conclure. Très bien. Alors on va conclure maintenant, si ça vous va. En conclusion, moi je dirais, parlons-nous les uns les autres, organisons des apéros, offrons des coups de main et prenons des coups de main des autres. Des fois on n'ose même pas prendre les coups de main qui sont offerts. J'ai vu ça pendant le Covid aussi. On a dit faisons ça, j'avais fait, personne ne m'a appelé. Pourtant, il y a des besoins, il y avait beaucoup de personnes âgées dans l'immeuble, etc. Mais c'est vrai qu'on n'ose pas, je pense qu'on n'ose pas. Et c'est créer une nouvelle culture, en fait, aussi. Où on a appris à tous être séparés les uns des autres et chacun dans son coin. Et peut-être aussi, on doit réapprendre le vivre ensemble, comme d'autres peuples savent mieux que nous. On a un peu perdu ça en chemin, donc voilà. Moi, c'est un peu ma conclusion à moi. Merci d'être venu. Et puis voilà, on a les journaux ici si vous êtes intéressés, du week-end et d'aujourd'hui. Et puis voilà, on a l'apéro qui nous attend juste là pour échanger informellement. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.